Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre à ce nouveau webinaire, hein. Ce webinaire, la thématique concerne les perturbateurs endocriniens et les risques pour la santé dans le cadre du nouveau règlement de l'Union européenne concernant les dispositifs médicaux. Le règlement européen est souvent mentionné du petit nom MDR, Medical Device Regulation, donc régulation européenne qui va voir vraiment le jour dans très peu de temps, en mai 2021, puisque ça a été retardé d'un an. Voilà. Donc on va reprendre un agenda assez riche, hein. Il y a assez riche et qui va en premier parler du règlement REACH parce qu'il est très lié, j'allais dire, à cette réglementation sur les perturbateurs endocriniens. On va regarder les impacts de REACH sur le règlement européen concernant les dispositifs médicaux. Regarder aussi quelles sont les obligations pour les fabricants de dispositifs médicaux. L'actualité, par exemple, concernant le bisphénol A, dont on entend parler beaucoup dans la presse quotidienne, la presse grand public, j'allais dire, mais aussi dans la presse plus spécialisée. Les études de substitution, par exemple, réalisées par l'ANSES, et on définira l'ANSES tout à l'heure, qui est l'homologue de l'ANSM, mais version environnement, et c'est l'agence nationale, hein, qui s'occupe aussi des contraintes environnementales, donc c'est relativement important de bien regarder ce qu'a fait l'ANSES, bien avant d'ailleurs l'environnement des dispositifs médicaux. Et puis on verra une étude de cas sur la substitution du BPA dans les dispositifs de perfusion, par exemple. Puis on essaiera de faire une petite conclusion. Donc, les questions-réponses sont ouvertes assez rapidement. Elles sont gérées par écrit. Merci de bien vouloir poser quelques questions. C'est toujours très agréable quand on a quelques questions. Et puis, par ailleurs, on essaiera d'y répondre et puis de nous emmener pas trop tard. Il y a à peu près, je pense, 40 minutes de présentation. Et on va déjà commencer par une introduction concernant la vision européenne. L'Europe se dote peu à peu d'une législation concernant les actifs chimiques considérés comme perturbateurs endocriniens. Donc, on verra l'appellation souvent est souvent symbolisée par PE, pour perturbateurs endocriniens. Selon la définition de l'OMS, puisque c'est repris au niveau mondial par l'Organisation mondiale de la santé, c'est toute substance ou mélange exogène, c'est-à-dire qui n'est pas une substance interne à l'organisme, altérant les fonctions du système endocrinien et induisant de ce fait des effets indésirables sur la santé d'un organisme intact, de ses descendants éventuellement, ou au niveau des sous-populations. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que la notion de perturbateur endocrinien a la possibilité d'impacter non seulement la génération qui les a absorbés, mais éventuellement de le retransmettre à des générations futures. Donc ça, c'est essentiel et c'est quelque chose d'important. En Europe, des précisions ont été apportées par le règlement européen, hein, du 4 septembre 2017, puisqu'il y a eu pendant très très longtemps une grande difficulté au niveau européen pour prendre une définition claire et nette. Alors, aujourd'hui, c'est globalement la définition OMS qui est reprise au niveau de l'Europe, et je pense qu'il faut la conserver en l'état. Il y a des critères scientifiques qui ont été rajoutés, hein, pour déterminer les propriétés de perturbation du système endocrinien, mais globalement, on est assez aligné avec la vision de l'OMS. Donc, les perturbateurs endocriniens, ils vont jouer de telle façon. Ils agissent en limitant l'action des hormones naturelles, telles que les oestrogènes ou la testostérone. Et c'est pour ça qu'ils ont un impact, et on estime qu'ils ont un impact aujourd'hui dans des phénomènes comme les pré-pubertés chez de jeunes enfants, qui ont des effets aussi sur peut-être les perturbations liées à la fécondité de la population, au moins européenne, mais des populations, j'allais dire, du monde occidental. Ils peuvent aussi bloquer des récepteurs des cellules recevant des hormones, récepteurs hormonaux, empêchant ainsi l'action des hormones. Et puis, ils peuvent agir aussi par la synthèse, sur la synthèse, le transport, le métabolisme de l'excrétion des hormones. Alors, il y a des petits schémas qui peuvent symboliser un peu ceci, hein. Ce qui est important, sur le petit schéma du haut, on ne voit pas bien les noms,
Mais on a à gauche la formule chimique de l'estradiol, c'est un peu pour vous expliquer comment ça fonctionne. Et puis, sur, par exemple, le schéma de droite, la molécule de droite, c'est le bisphénol A. Et la façon dont ça agit, vous voyez, on voit dans le cercle rouge des radicaux chimiques qui sont au moins sur le plan géométrique relativement proches les uns des autres. Et c'est pour cela que, par exemple, le bisphénol A peut se substituer sur les récepteurs hormonaux. Par exemple, on le voit ici, ça c'est l'œstrogène normal, et ça va être le perturbateur endocrinien qui va venir se fixer sur le récepteur. Donc ça, c'est un des modes d'action des perturbateurs endocriniens. D'autres, ça va être de limiter l'action d'une hormone parce qu'elle ne pourra pas agir. Et puis en troisième lieu, ça va pouvoir jouer sur la partie métabolique, en particulier sur le transport des hormones, puisque ça peut interférer aussi sur la fonction de transport transmembranaire des hormones. Donc on voit qu'il y a un certain panel. Mais en général, ce qu'on appelle en chimie la stéréochimie, c'est-à-dire l'organisation géométrique des molécules, en fait, le perturbateur endocrinien peut jouer le rôle de leurre vis-à-vis des récepteurs hormonaux naturels. Raison pour laquelle ils peuvent agir à très très faible quantité et leur action n'est pas toujours dose dépendante, c'est-à-dire que même à très faible quantité, ils peuvent jouer ce rôle de leurre. Okay. On peut se doter d'une législation en lien avec ces perturbateurs. Donc, l'Union européenne a également pris des mesures réglementaires fortes pour protéger les citoyens et l'environnement contre les perturbateurs endocriniens. Parce que ça agit sur l'homme, mais ça agit aussi sur l'environnement. Les dispositions spécifiques sur les manières de traiter les perturbateurs endocriniens ont en particulier été intégrées directement dans la législation des pesticides, des biocides, des substances chimiques en général, sous la forme du règlement REACH, mais aussi des dispositifs médicaux et de l'eau. Donc pour tous ces environnements-là, pesticides, biocides, substances chimiques, dispositifs médicaux et l'eau, on a des mesures réglementaires prises directement dans les règlements afférents à chacun de ces segments de produits. En ce qui concerne les matériaux destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, les produits cosmétiques, les jouets, la protection du travailleur aussi, parce que c'est important, ces propriétés perturbant le système endocrinien ont fait l'objet de mesures réglementaires au cas par cas. C'est-à-dire que là, on va avoir des règlements, des arrêtés, des choses comme ça. Alors que pour les premiers, pesticides, biocides, substances chimiques, dispositifs médicaux et eau, on a clairement des mesures réglementaires intégrées dans les règlements afférents à chacun de ces environnements-là. C'est extrêmement important. Si, pour éclairer un peu notre lanterne, et notre sujet est directement lié à la réglementation REACH. Alors REACH, c'est quoi? REACH, vous voyez, c'est la Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals. Donc ça signifie ça, REACH. Tout le monde en parle, mais sans savoir exactement. Donc c'est vraiment l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques. L'Europe est un des seuls espaces dans le monde à avoir aussi bien légiféré sur l'environnement des substances chimiques qui nous environnent. Ça se découle de cette façon-là, REACH, on demande, ça sert à protéger la santé humaine et l'environnement contre les risques liés aux substances chimiques et en particulier les perturbateurs endocriniens. REACH fait reposer la charge de la preuve sur les entreprises. Donc, c'est aux entreprises d'identifier et de gérer les risques liés aux substances. Sinon, ce serait trop compliqué comme expertise pour la communauté européenne et ça coûterait très très cher. Donc là, on a préféré excusez-moi, on a préféré le laisser à la charge des entreprises en termes de coûts, j'allais dire. C'est un peu le même principe que pour les dispositifs médicaux. Hein. La réglementation repose beaucoup sur les fabricants et sur les entreprises qui administrent eux-mêmes les dossiers et qui financent aussi les dossiers. Ça n'empêche qu'il y ait une observation importante. Donc les entreprises doivent démontrer aussi comment la substance peut être utilisée en toute sécurité, qu'elle ne présente pas de risque pour l'environnement, qu'elle ne présente pas de risque pour la santé humaine, la santé animale, etc. Il existe une agence européenne, c'est European, il y a une faute, c'est bien sûr EA, Chemical Agency,
c'est les autorités, les comités scientifiques de l'Agence européenne des substances chimiques qui évaluent les risques résiduels pouvant être gérés. Une substance, à l'issue de l'analyse des dossiers, et par l'ECHA et par les experts de l'ECHA, une substance dangereuse peut être interdite par les autorités, auquel cas elle apparaît sur une liste des substances non autorisées. Il peut être décidé de restreindre son utilisation, c'est-à-dire qu'on va dire par exemple que la substance est utilisée dans tel domaine, alors je ne sais pas, dans l'environnement des composants électriques, mais surtout pas des autres domaines d'utilisation, parce qu'il y a une bonne raison à cela, hein, c'est parce qu'il n'y a pas de produit de substitution. En fait, l'esprit, c'est ça, c'est de limiter les risques. Par contre, s'il y a une utilisation défendue par un industriel ou qui est vraiment vitale, j'allais dire, pour le développement industriel d'un produit ou d'un composant, à ce moment-là, l'Europe peut donner une restriction d'usage et l'autoriser dans certaines situations. OK ? Donc, de restreindre une utilisation, de soumettre à une autorisation préalable. Alors, là, il y a 3 niveaux, les substances autorisées, ou plutôt les substances interdites, les substances qui sont restreintes d'utilisation, et puis les substances qui sont soumises à autorisation préalable d'utilisation. Okay. Donc, à l'origine, ce sont les industriels qui déclarent les substances ou les formulations, qui réalisent les analyses de risque, qui donnent tous les éléments nécessaires à évaluer les produits par l'ECHA ou par les experts de l'ECHA. Ensuite, REACH définit différentes catégories de substances présentant des problématiques en termes de santé et d'environnement. Donc, on va avoir des substances soumises à restriction dans le cadre de REACH. C'est les produits qu'on appelle à l'annexe 17 du règlement, et c'est la liste des substances soumises à restriction. Donc, c'est public, hein, donc on les a. On a ensuite la liste des substances faisant l'objet d'une autorisation, donc c'est-à-dire que pour être autorisé à être utilisé sur l'espace économique européen, il faut une autorisation de l'ECHA. Et puis ensuite, on a une liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation. Donc c'est un petit peu complexe, mais on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de produits dont la préoccupation est importante. En particulier, on va trouver toutes les substances sur le tableau de droite. Ça concerne les substances cancérigènes, les substances mutagènes, les substances toxiques pour la reproduction, certains dérivés. Hein. Et puis, on a ce qu'on appelle endocrine disrupting properties. Ce sont justement les perturbateurs endocriniens qu'on retrouve à ce niveau-là. Donc, vous voyez qu'on a une liste de substances qui sont vraiment mises sous extrême surveillance et qui sont considérées comme préoccupantes pour l'autorisation, pour leur utilisation. Et elles sont souvent, petit à petit, il y a une espèce de sas avant de les mettre sur la liste des substances soumises à autorisation. Il y a un sas, ça s'appelle la liste des substances candidates, et c'est candidates à rejoindre l'annexe 14 des autorisations. Donc, vous voyez, l'Europe joue. Il y a des substances qui sont clairement identifiées comme dangereuses, donc qui sont exclues et non autorisées sur l'espace économique européen. Des substances qui sont soumises à restriction, c'est-à-dire qu'on limite leur usage à certains domaines d'application. Et puis, il y a des substances qui sont considérées comme extrêmement préoccupantes, qu'on va petit à petit étudier un petit peu plus. Et chaque année, l'Europe et l'ECHA analysent à peu près une trentaine de substances de façon très, très poussée, de façon à pouvoir leur donner un statut, soit on ne limite pas leur autorisation, puisque elles ne sont pas concernées par des risques particuliers, soit elles rentrent sur la liste des substances qui nécessitent une autorisation. Donc c'est un petit peu compliqué, mais on va voir que c'est relativement important en ce qui concerne les dispositifs médicaux. L'impact concernant le règlement Medical Device Regulation, donc le règlement dispositifs médicaux, hein, qui nous concerne particulièrement dans l'environnement de la santé, ce règlement MDR se renforce en particulier en ce qui concerne le choix des substances des dispositifs médicaux, des substances intégrantes des dispositifs médicaux. Donc, en particulier, ces substances, c'est tout ce qui est CMR, carcinologique, mutagène, reprotoxique, et aussi maintenant les endocrine disruptors, c'est-à-dire les perturbateurs endocriniens. Donc, ce sont généralement des substances qui, petit à petit, par la littérature, par les articles, par les études,
les études d'impact, etc., sont des substances qui sont considérées comme vraiment préoccupantes dans leur usage, et c'est ce que les anglo-saxons appellent substances of very high concern, qui sont, il faut le prendre dans le sens substance très préoccupante pour l'homme ou pour l'environnement. Donc, dans le règlement 2017-745, le nouveau règlement dit MDR, dans le chapitre 2, il y a un paragraphe spécifique qui intègre désormais un point particulier concernant les substances utilisées entrant dans la composition des dispositifs médicaux. Alors, j'ai repris à peu près le paragraphe, in extenso. Il est désormais impératif de prendre en compte les risques liés à ces substances CVHC, SVHC, c'est-à-dire, excusez-moi, SVHC, Substance of Very High Concern, vraiment préoccupante. Donc, l'obligation pour les fabricants de dispositifs médicaux, eh bien, on voit bien que c'est un extrait un petit peu simplifié, ce n'est pas intégral, mais j'ai souhaité vous le condenser au maximum. Les dispositifs ou les parties de dispositifs ou matériaux utilisés qui sont, donc c'est dispositifs ou parties d'un dispositif médical ou matériaux utilisés qui sont invasifs et entrent en contact direct avec le corps humain. Donc ça, c'est important. La définition invasif est extraite, bien sûr, du règlement européen sur les dispositifs médicaux. Ils sont destinés à réintroduire ou à prélever un médicament, des fluides corporels ou d'autres substances dont les gaz, dans le corps sont destinés à transporter ou stocker des médicaments, des fluides corporels ou d'autres substances dont les gaz destinés à être introduits dans le corps humain. Donc, on peut prendre des exemples. Ici, je pense qu'on va pouvoir intégrer un certain nombre de dispositifs invasifs. Invasifs, je vous rappelle, soit par orifice naturel, soit transcutanés. Donc, ça concerne énormément de dispositifs utilisés, en particulier en chirurgie. Sont destinés à introduire ou prélever un médicament, des fluides corporels ou d'autres substances. Là, on va avoir, bien sûr, tous les dispositifs de transfusion, de perfusion, et par exemple d'insufflation de CO2 ou de choses comme ça pour la celluliochirurgie. On va reprendre tous ces éléments-là. Ils sont destinés à transporter ou stocker des médicaments. Là, on va prendre par exemple tous les poches, par exemple, de nutrition parentérale, les articles de conditionnement, les tubulures, les tubulures aussi bien d'ailleurs pour la nutrition parentérale que la nutrition entérale, puisque je vous rappelle que les sondes nasogastriques, par exemple, pour la nutrition entérale, sont des dispositifs invasifs, soit par orifice naturel quand ils sont introduits par le nez, par exemple, soit en transcutané par un bouton de gastrostomie. Mais c'est bien sûr, ces tubulures-là, ces robinets, ces éléments sont bien sûr concernés aussi. On parle aussi des poches à sang, des poches de médicaments lorsqu'il y a des préparations extemporanées, etc. Donc, tous ces dispositifs-là sont concernés par le choix des substances et ils ne doivent pas contenir les substances ci-après dans une concentration supérieure à 0,1% en fraction massique, masse, que lorsque cela est justifié. Alors, il s'agit là des substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques pour la reproduction, de catégorie 1A ou 1B. Donc, pour ces substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques, on va les avoir repérées, bien sûr, dans le règlement REACH. Et puis, les substances possédant des propriétés perturbant le système endocrinien, pour lesquelles il est scientifiquement prouvé qu'elles peuvent avoir des effets graves sur la santé humaine. Donc, aujourd'hui, toutes ces substances-là, pour ces types de dispositifs, dans le règlement, il y a un chapitre particulièrement important qui dit aux fabricants qu'ils doivent prendre des précautions. Alors, s'ils en contiennent, parce qu'on sait très bien, alors je prends l'exemple toujours un peu particulier, mais du DEHP, qui maintenant, il faut savoir qu'il y a encore pas mal de pays qui utilisent le DEHP dans le PVC, des tubulures de perfusion ou de nutrition entérale. En France, il a été petit à petit exclu et les fabricants présents sur le territoire européen maintenant commercialisent, j'allais dire, la plupart d'entre eux
uniquement des dispositifs sans DEHP, hein, avec des substitutions par d'autres composants, supposés bien évidemment être moins toxiques. Hein. Donc ça, le pas a été fait sur le DEHP en France, mais il n'en demeure pas moins que sur certains pays ou certains dispositifs, il reste ces produits-là. Donc maintenant, en fait, au niveau européen, il va falloir justifier pourquoi on utilise ces substances-là. Donc ça, c'est extrêmement important, alors qu'elles soient CMR ou perturbateurs endocriniens. La notion de 0,1%, c'est qu'on estime, c'est un peu comme dans l'agroalimentaire, vous savez, quand on parle de traces par exemple, d'huile de palme ou de choses comme ça. On est dans la même logique et c'est directement issu du règlement REACH. Il est très difficile, toujours, lié aux concentrations, aux méthodes de détection ou d'analyse, de vraiment justifier pourquoi, si on est en dessous du seuil de 0,1%. Aujourd'hui, par exemple, pour votre information, l'ANSM n'accepte pas forcément l'expression sans DEHP pour des tubulures de perfusion, puisqu'elle estime qu'il peut y avoir toujours des traces de DEHP dans les tubulures. Pour quelle raison? Parce que les plastifiants de substitution, le TOTM, le DINCH, etc., en général, dans leur hémisynthèse ou dans leur synthèse, engendrent parfois des traces de DEHP dans leur composition. Par ailleurs, aujourd'hui, il existe encore, ce n'est pas notre cas, mais il existe encore des lignes de production et d'extrusion de tubes qui fabriquent des tubes avec des UHP, des tubes sans des UHP. Et les lignes sont extrêmement difficiles à nettoyer et il reste forcément des traces sur ces lignes de production. Alors généralement, chez certains fabricants, c'est notre cas en général, on utilise des lignes dédiées à la matière sans DEHP, hein, pour justement limiter ces quantités. Mais il est souvent justifié de mettre 0,1% massique pour justifier du fait qu'il n'y ait pas de DEHP dans un produit. Et en particulier en France, les fabricants qui sont sur le territoire national ont cette obligation d'imposer, de dire inférieur à 0,1% masse. Pour les fabricants, ces substances, justement, pour ce type de dispositif invasif destiné à introduire ou prélever des médicaments, transporter ou stocker des médicaments, des fluides corporels, etc., les fabricants, donc, doivent justifier, s'ils utilisent ces substances, pourquoi ils les utilisent. Une analyse, une estimation de l'exposition potentielle du patient ou de l'utilisation du système, c'est-à-dire qu'il y a une analyse de risque supplémentaire à réaliser, une analyse des substances, matériaux, conception de substitution possible. Il faut savoir que de plus en plus, il existe des études et des recherches sur des substitutions à ces dérivés-là. Et puis, des arguments expliquant pourquoi les substances et ou matériaux de substitution, s'ils sont disponibles, n'ont pas été utilisés. Donc, vous voyez que maintenant, les organismes notifiés vont forcément, si on a un produit qui comporte une des substances CMR ou un perturbateur endocrinien, le dossier de marquage CE devra comporter toute cette analyse. Alors, ça dépend des dispositifs médicaux. Hein. Ça ne concerne, on a dit, que les dispositifs invasifs ou ceux qui servent à administrer des liquides, des médicaments ou des liquides corporels ou à les stocker. Mais au moins, il y a une approche de prévention du risque auprès des patients, et en particulier des jeunes patients, on le reverra tout à l'heure, pour éviter d'administrer ce type de produit CMR, ce qui est assez logique, hein, parce qu'on est dans l'environnement de la santé, ou des perturbateurs endocriniens. Il y a des cas, par exemple, où il va être difficile de justifier de ne pas utiliser. On a un exemple très précis en tête. Hein. Vous savez que ça a été vu au Sénat, en France en particulier, à l'Assemblée, etc. Il y avait une difficulté à interdire complètement le DEHP, par exemple, dans les poches à sang, puisqu'on sait très bien que le DEHP a un effet de conservation des globules rouges dans les dérivés sanguins, la bile. Hein. Donc ça, c'était une difficulté. Donc, par exemple, dans REACH, il est prévu que, par exemple, si le DEHP venait à être complètement interdit en Europe, il pourrait y avoir une restriction d'usage pour l'ensemble des segments, excepté, par exemple, l'utilisation pour des poches à sang.
Vous voyez, donc ça, c'est prévu dans le règlement REACH, c'est-à-dire que quand on n'a pas d'autre solution et qu'il n'y a pas de substitution, ou dans ce cas-là, qu'il n'y a pas de substitution aussi efficace que le produit d'origine, eh bien, il sera possible de l'utiliser. Par contre, le produit continuera à être très scrupuleusement observé par les autorités européennes et par l'ECHA en particulier. Bisphénol A et DEHP, actualité en 2021, bien, je pense que clairement, on peut très bien, et c'est nouveau, hein, on a des produits, par exemple, deux substances considérées comme perturbateurs endocriniens avérés, hein, puisqu'ils sont inscrits sur la liste des perturbateurs endocriniens. Il s'agit du bisphénol A et du DEHP, par exemple, qui sont toxiques pour la reproduction, hein, c'est bien spécifié. Ça, c'est sur le site de l'ECHA, hein, donc vous pouvez regarder dans REACH les listes comme ça. Et on a, bien sûr, ces listes sont évolutives. Il est évident que je n'ai pas la prétention de vous rendre une liste exhaustive à date, puisque c'est évolutif, ça se joue de jour en jour en fonction des analyses, des dépôts par les industriels des dossiers de déclaration d'utilisation des actifs chimiques, des dossiers de consolidation d'analyse de risque, et puis d'évaluation par l'ECHA et les experts de l'ECHA. Ces substances, elles ont largement été utilisées dans le passé, encore actuellement dans de nombreux pays, hein. Il s'agit du DEHP et du BPA. Alors, si du BPA présente essentiellement dans les polycarbonates, hein. Polycarbonate, c'est un matériau, on verra après, mais qui a des propriétés intéressantes, mais c'est quelque chose qui est intéressant. Alors, j'avais un petit document, hein, dans les services de pédiatrie. Vous savez, je rappelle ici, il y a ce petit texte des affaires sociales, hein, qui est de 2015, qu'il est interdit d'utiliser des tubulures comportant des DEHP dans les services de pédiatrie, de néonat et de maternité. Ce qui fait que, du fait de ce texte-là, et avant des restrictions d'usage de DEHP, puisque depuis 2007, les fabricants sont obligés d'apposer sur l'étiquetage au niveau européen le fait qu'il y ait du DEHP dans un dispositif médical, en France, il y a une réglementation très particulière qui date de 2015, qui est interdit l'usage de tubulures comportant du DEHP en pédiatrie, néonate et en maternité, ce qui fait que les produits qui sont commercialisés en France sont pratiquement tous dénués de DEHP. Si le DEHP est depuis le 1er juillet 2015 interdit en France pour les dispositifs de perfusion utilisés en pédiatrie, ben, il n'en est pas de même encore pour le bisphénol A. Pourtant, le bisphénol A est interdit en France depuis 2012 dans les biberons, puis le 1er janvier 2015 dans tous les conditionnements alimentaires. La France est sans doute l'État membre au niveau européen qui a le plus légiféré pour supprimer et est extrêmement actif sur les perturbateurs endocriniens. En particulier, j'allais dire, peut-être plus encore l'ANSES que l'ANSM, puisque l'ANSM suit la réglementation européenne quant aux dispositifs médicaux, aux médicaments et aux DM de diagnostic in vitro, et donc ce n'était pas une prérogative. L'ANSES a eu une démarche encore plus, j'allais dire, active contre pour la prévention des populations en ce qui concerne les perturbateurs endocriniens. Alors, l'ANSES, qui, pour reprendre un petit peu, on va prendre le cas plus particulier du bisphénol A, puisque c'est quand même quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui. Les usages du BPA sont largement utilisés et variés. Hein, c'est un composant de base, le bisphénol A, le monomère qu'on voyait tout à l'heure. C'est 66% de son utilisation dans les polycarbonates. Alors, les polycarbonates, vous les connaissez et vous les avez dans votre environnement tous les jours. Ils ont une capacité à résister, excellente résistance au choc, et ils ont une excellente transparence et ils ont une excellente résistance à la chaleur. Raison pour laquelle vous les retrouvez, par exemple, vous voyez, je vais vous donner quelques exemples, dans l'industrie automobile, toutes les optiques de phares avant étaient en verre, mais il y a très longtemps qu'elles ne sont plus en verre, et on est désormais passé avec des optiques de phare en polycarbonate. Les bonbonnes réutilisables, vous savez, les grosses bonbonnes d'eau, alors bien qu'en France, elles ne soient plus en polycarbonate,
puisque c'est interdit en France lié à l'ANSES. Donc vous voyez que les fabricants, j'allais dire, de l'environnement, du conditionnement alimentaire ont bougé plus vite que les fabricants de dispositifs médicaux. Le médical et la santé, vous voyez, les polycarbonates sont utilisés, mais enfin le bisphénol A est utilisé, mais à beaucoup moindre échelle. Mais ceci dit, on en retrouve, par exemple, dans les robinets, les rampes de perfusion, les coques de dialyseurs. Pour ceux qui connaissent les dialyseurs, ce sont des grosses coques dans lesquelles il y a des filtres d'hémodialyse. Et ben, toutes ces coques sont la plupart du temps en polycarbonate. Quelques fabricants, depuis, je dirais, 4-5 ans, ont commencé à bouger et à substituer le polycarbonate avec d'autres composants. Les couvercles d'incubateurs en pédiatrie, etc., sont en polycarbonate, donc tout ça est en train de bouger, mais c'est une vraie révolution. Aujourd'hui, il faut bien rappeler que le bisphénol A est considéré et vraiment enregistré, et on peut remercier la France et la Suède, par exemple, d'avoir largement poussé les autorités à revoir les études pour que ce produit soit définitivement adopté en tant et reconnu comme perturbateur endocrinien par l'Europe. Il faut savoir que donc les industriels, et les industriels de la chimie en particulier, on prend les grands groupes, alors il y a les grands groupes français de chimie, les grands groupes français, les grands groupes allemands aussi, je ne les citerai pas, mais de chimie aussi, sont des gros fabricants. Les Japonais aussi sont d'énormes fabricants de polycarbonate. Et bien sûr, le fait de restreindre l'usage du bisphénol A, eh ben, en fait, indirectement, restreint aussi l'usage des polycarbonates. Et il faut savoir qu'au niveau européen, il y a parfois sans doute des conflits d'intérêts entre les activités économiques et les activités de santé publique. Et donc, petit à petit, ce sont les États membres qui poussent, grâce à leur gouvernement, et puis et les députés européens, etc., à ce qu'il y ait une prise de conscience pour limiter l'usage de certains composants. Ça a été vrai pour des insecticides, c'est vrai pour des biocides, c'est désormais vrai pour des actifs chimiques. Donc ça, c'est important. Donc, dans l'environnement de la santé, vous voyez, dans le matériel électrique aussi, on retrouve du polycarbonate. Alors, c'est plus très tendance, avec les MP3, etc. Mais les disques, les compacts disques, les CD, les DVD sont en polycarbonate. Donc, il y a énormément de produits qui nous environnent en polycarbonate. Dans la santé, on va les retrouver sous différentes. Alors, vous allez pouvoir retrouver du polycarbonate dans des trocars de celluliochirurgie, au moins en composants, dans des robinets, rampes de perfusion, les coques de dialyseur, on l'a déjà dit, et puis plein d'autres dispositifs. Le gros avantage du polycarbonate, c'est que c'est très résistant. C'est avec ça aussi que l'on fait, par exemple, pour vous donner un exemple un peu plus trivial, c'est les visières de casque des motards ou les visières de casque des CRS aussi. Vous voyez, ça résiste au choc, c'est très transparent et puis c'est d'une efficacité redoutable. Donc voilà. Et puis ça a un autre intérêt, c'est que ça résiste bien à la chaleur aussi. De nombreuses études ont montré qu'il était possible de substituer, par exemple, le BPA. Alors, vous voyez, par exemple, on ne se rend pas toujours compte, mais l'ANSES, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Si on réunissait l'ANSES avec la NSM, on arriverait à faire l'équation égale la FDA aux États-Unis. La France n'est pas encore dotée d'une agence unique, mais il y a de plus en plus de ponts entre ces deux agences, ANSES et ANSM, et peut-être qu'un jour, on verra le jour d'une agence unique, comme à l'instar des États-Unis, par exemple. Donc l'ANSES a énormément travaillé depuis très longtemps, puisque ce document, il date de pratiquement 2013, au démarrage de la préoccupation du bisphénol A au niveau de l'Agence nationale de sécurité alimentaire, de l'alimentation et de l'environnement du travail. Et on est dans le domaine médical. Il y a aussi des solutions qui peuvent être mises à profit, en particulier dans ces études de l'ANSES. Alors ces études, elles sont complètement publiques et on les trouve en accès libre sur le site de l'ANSES. Alors, déjà, j'allais dire, quelques fabricants ont devancé la mise en application du règlement MDR en substituant
les substances CMR ou les perturbateurs endocriniens et ont commencé à travailler pour leurs propres dispositifs médicaux. Ça s'appelle un peu la veille réglementaire qui est indispensable pour les fabricants de façon à pouvoir être prêts au moment où les textes, alors je ne dis pas tombent comme un coup près parce qu'il y aura sans doute des périodes d'adaptation, mais au moment où les textes, en particulier le MDR, va forcément obliger les fabricants à réagir face à ces obligations, en tout cas pour un certain nombre de dispositifs médicaux. Alors, on peut prendre un exemple, une étude de cas, hein, c'est la substitution du bisphénol dans les dispositifs médicaux de perfusion. Alors, je vais prendre notre exemple, hein, puisqu'on a travaillé sur ce sujet-là. On a voulu, chez Didactique, après, dans la phase 1, on a une prérogative, c'est qu'on a entamé un grand chantier depuis une dizaine d'années hein, pour réduire l'exposition des patients et des soignants aux perturbateurs endocriniens. En particulier, une phase 1, bon, qui est assez commune à l'ensemble de la profession, hein, c'est de limiter pour la perfusion les dispositifs ou même nous, désormais, interdire l'usage du DEHP dans tous nos dispositifs de perfusion. Donc, c'est effectif depuis environ 8 années. C'est complètement intégralement réalisé depuis environ 5 ans, puisqu'il y avait une période un peu de transition, c'est logique. Hein. Il faut aussi faire évoluer les productions, refaire les dossiers de marquage CE, etc., changer les matières. Ça implique aussi des nouvelles données de stabilité, de biocompatibilité, etc. Donc, ça ne se fait pas en une seule fois. Et puis, une phase 2 a permis de supprimer le polycarbonate des dispositifs de perfusion. Alors, grâce à une collaboration entre 3 sociétés partenaires, une société américaine qui s'appelle Eastman, en l'occurrence, c'est une société avec laquelle on a travaillé sur des produits de substitution, une société allemande, puisque Didactique, nous achetons les composés, ce qu'on appelle les composants injectés, c'est-à-dire faits avec des presses d'injection. On a travaillé avec une entreprise allemande qui savait injecter des matières un peu particulières, parce qu'autant il est facile d'injecter du polycarbonate, autant il est difficile d'injecter les matériaux de substitution. Donc, ça ne se fait pas du jour au lendemain comme cela. Et puis, nous aussi, pour valider aussi bien les compatibilités, les biocompatibilités, les assemblages aussi, puisqu'on change nos méthodes d'assemblage. Hein. Il faut savoir si on peut coller toujours de la même façon nos dispositifs. Et désormais, la gamme perfusion didactique, proposée depuis 2021, est quasi intégralement commercialisée et garantie sans DEHP. Elle garantit, pardon, il y a une coquille aussi, garantie sans DEHP, sans BPA, et la fin du programme sera en septembre 2021, lorsqu'on aura complètement validé notre robinet indépendant d'une tubulure sans BPA, ce qui est en train d'être le cas. On a déjà un produit de substitution qui va permettre d'avoir une gamme intégralement sans bisphénol A pour la perfusion chez Didactique, aussi bien sur la perfusion une voie, 3 voies, etc. Le matériau utilisé pour remplacer le polycarbonate, vous voyez le produit, la matière transparente qui est là, qui est rigide, solide et qui résiste à la pression, c'est ce qu'on appelle un matériau qui a le nom de la marque déposée Tritan de chez Eastman, américain, entreprise américaine. Donc, on a aujourd'hui un certain nombre de fabricants. Et si vous allez sur le site de Eastman, vous verrez qu'il y a une collaboration qui s'est faite avec un certain nombre entre Eastman, des injecteurs de matières un peu particulières, et puis un certain nombre de fabricants de dispositifs médicaux pour respecter la réglementation REACH et dire indirectement maintenant la réglementation quant aux dispositifs médicaux intégrant des perturbateurs endocriniens, en particulier le bisphénol A et le DEHP. Donc, on a désormais la gamme comme perfusion didactique vendue sous la marque Infinil, qui est sans DEHP. Alors, il y a, vous voyez, on a même des articles qui sont parus dans la presse américaine, etc., sur le fait qu'on ait introduit des dispositifs de perfusion en Europe avec le copolyester de chez Eastman et avec Bonheur. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de fabricants. Alors, on va prendre quelques exemples. Il y a, je crois que des sociétés, je ne vais pas citer de nom, mais il y a des sociétés très importantes qui fabriquent et qui commercialisent des dialyseurs qui ont désormais la coque
n'est plus en polycarbonate. Il y a un fabricant allemand de trocars de celluliochirurgie dont la partie tubulaire, vous savez, le trocar lui-même, hein, le tube du trocar, enfin, je veux dire la chemise du trocar, c'est le terme exact, et n'est plus en polycarbonate, mais est en tritan, par exemple. Donc, vous voyez qu'un certain nombre de fabricants ont commencé à travailler déjà sur l'environnement de produits BPA-free sur le marché européen. Donc, pour la perfusion, en l'occurrence, je pense qu'on est dans les premiers. Donc, désormais, toute notre gamme de perfuseurs, de prolongateurs qui ont été remis au goût du jour, et bientôt, deux de nos robinets sont désormais sans DEHP et sans polycarbonate. Donc, ça apparaît bien sur les emballages, hein. Les DEHP, on n'a pas besoin de mettre de sigle, puisque c'est le fait d'avoir du DEHP qui impose de mettre le signe DEHP. Les autorités françaises, qui n'est pas le cas de toutes les autorités européennes, ne souhaitent pas qu'on mette un sigle barré pour montrer qu'il n'y a pas de DEHP. Quand il n'y a pas de DEHP, on ne met rien sur le packaging. Donc c'est vrai que ça nécessite quelques explications de texte pour la lecture. Ce qu'on peut peut-être indiquer en termes de conclusion, hein, c'est que l'évolution de la réglementation européenne, aussi bien pour les actifs chimiques, puisque il faut bien comprendre que toutes ces réglementations sont imbriquées, hein, que pour les dispositifs médicaux ou les actifs chimiques, imposent aux fabricants et aux utilisateurs un suivi régulier, hein, avec acuité, j'allais dire. Il faut se tenir vraiment informé des évolutions réglementaires, parce que ça va parfois plus vite qu'on ne le pense. Et si ces évolutions peuvent présenter des difficultés aux différents acteurs, hein, pour les fabricants, c'est jamais facile, soit de changer de composants, soit de changer ses produits, hein, il n'en demeure pas moins qu'elles permettent d'améliorer sensiblement la gestion des risques sanitaires auprès des populations, ce qui est un peu notre vocation en tant qu'acteur industriel, mais nous persistons à penser et à croire et à défendre que nous sommes des acteurs de santé publique aussi. On participe à la chaîne de santé publique, hein, et en particulier des patients et des soignants qui sont en contact avec ces dispositifs, et ça s'intègre parfaitement dans les exigences en termes de développement durable et de RSE. Nous, ça fait partie aussi de nos responsabilités. Quand on nous demande un peu nos programmes, qu'est-ce que l'on fait pour l'environnement et pour la RSE, ça fait partie des actions que l'on s'engage à porter. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, hein, assidue. De toute façon, il y aura la possibilité d'avoir un replay sur notre site internet, et puis on vous transmettra le lien, bien évidemment. Ce que je vous propose maintenant, c'est, si vous en êtes d'accord, c'est de regarder si vous nous avez posé des questions, des questions particulièrement, ou si vous avez laissé. Alors, je vais regarder parce que ma collègue qui est aux commandes, j'allais dire, de la régie, on va dire, et qui a un rôle important, hein, Valentina Alceta, que je remercie, m'a transmis quelques questions qui ont été posées. Alors, je vais les reprendre. J'espère que l'exposé, en tout cas, a été clair. En tout cas, je vous remercie, j'allais dire, de votre écoute. C'est difficile, toujours, ces exercices de webinaire, parce qu'on n'a pas le retour visuel, malheureusement. C'est un peu compliqué quand il y a beaucoup de participants. Donc, mais on s'habitue, hein, on donne des cours de cette façon-là aussi. Parfois, il y a 30 étudiants en face de l'écran, mais vous êtes tout seul en face de votre écran, un peu perdu. Mais on essaye d'être le plus clair possible. C'est un exercice auquel on s'est habitué avec les Covid-19, ça fait partie des évolutions. Alors, il y a une question, il y a 4 ou 5 questions, je vais essayer d'y répondre. La première, ça va être... il y a une question, mais je pense qu'on y a répondu, c'est le règlement MDR, c'est-à-dire des dispositifs médicaux, s'attache-t-il plus particulièrement à certains dispositifs pour la restriction d'usage, pour la restriction d'usage de perturbateurs endocriniens ou de substances IMR. Alors, c'est très clair dans le texte, c'est le paragraphe 10, hein, chapitre 2 du règlement européen. On a 10.1, 10.2. Les produits concernés, pour l'instant, ce sont les dispositifs médicaux invasifs. Donc, franchement, tous les implantables sont concernés, mais aussi les invasifs par voie naturelle. Et puis, en deuxième intention, il y a bien sûr tous les dispositifs qui servent à transporter
véhiculer des médicaments, des nutriments, nutrition entérale, nutrition parentérale, et puis à stocker, ce qu'on disait aussi, ce même type de... aussi pour les gaz, je pense aux tubulures d'insufflation, je pense aux trocars, par exemple de celluliochirurgie, je pense à plein de dispositifs comme ça, donc invasif, c'est large, et puis transport et stockage des médicaments, des gaz, etc., des produits qui servent, enfin de tous les DM qui servent à injecter ou à diffuser. Alors franchement, clairement, toutes l'hémodialyse est concernée, etc. Donc soyez vigilants, mais vous verrez que les choses évoluent. Aujourd'hui, dans un premier temps, ça n'a pas été à grand bruit parce que les fabricants ont validé les solutions de substitution, mais aujourd'hui, il y a des fabricants qui sont peut-être un peu plus en avance que d'autres, et on espère que ces points-là seront bien sûr intégrés dans les cahiers des charges, des exigences des établissements de santé à l'avenir, en fonction de l'évolution des réglementations. Il y a une deuxième question, est-ce que le BPA est interdit pour les dispositifs médicaux à date? Eh bien, aujourd'hui, ce qu'on peut juste dire, et ça évoluera sans doute, c'est que le bisphénol A est clairement identifié par les 28 États membres, enfin les 27 maintenant, États membres de l'Union européenne, mais au-delà de cela, vous savez qu'il y a 3 ou 4 pays qui sont rattachés à l'Union européenne pour les dispositifs médicaux. Il y a l'Islande, la Norvège, la Suisse, et puis le Liechtenstein, je crois, en particulier. Et puis il y a d'autres pays comme la Turquie qui ratifie aussi des accords avec l'Europe. Sachez aussi que les autorités marocaines, beaucoup de pays du nord de l'Afrique, Maroc, Tunisie, Algérie, et certains pays africains reconnaissent aussi toute la réglementation ayant trait aux dispositifs médicaux, la réglementation européenne, donc c'est important. Donc voilà. Donc aujourd'hui, le BPA n'est pas interdit, il est reconnu comme perturbateur endocrinien et il est inscrit, ça c'est extrêmement important, sur la liste des substances candidates à rejoindre l'annexe 14 du règlement REACH, qui sera la liste, soit il y aura une restriction d'usage, soit une interdiction d'usage. Donc, en tant qu'industriel, il vaut mieux toujours prévenir que guérir. Donc, raison pour laquelle nous nous sommes engagés dans cette voie-là, en particulier il y a longtemps sur le DUHP, beaucoup plus récemment sur le BPA, mais ça fait quand même 5 ans qu'on travaille sur ce projet-là. Une autre question. REACH ne concerne-t-il que les dispositifs médicaux? Eh bien non, hein, pour votre information, REACH concerne l'intégralité des substances chimiques qui sont répertoriées sur le territoire de la communauté européenne, hein. Donc ça concerne énormément de produits, aussi bien, j'allais dire, les revêtements, les matières plastiques, les composants des véhicules automobiles, des dispositifs grand public, de l'électroménager, etc. Des jouets aussi. Alors les jouets, c'est une réglementation un peu à part, avec des restrictions à part, mais bien sûr, les composants de fabrication des jouets intègrent aussi ces exigences-là. Donc c'est très très large, REACH. Il y a 2 règlements, j'allais dire ce qu'on a vu tout à l'heure, sur les dispositifs médicaux, parce que pendant très longtemps, les DM ont été exclus du périmètre de REACH. On voit qu'avec le nouveau règlement européen, il réintègre les prérogatives de REACH. Et puis, il y a aussi les biocides qui sont un petit peu à part, mais qui ont leur propre réglementation. Sachez que pour les biocides et les... mince, je cherche aussi les biocides en particulier, il est clairement exclu d'avoir des perturbateurs endocriniens dans les biocides. Donc ça, c'est une obligation européenne désormais. Donc voilà, donc ça concerne, c'est très vaste, REACH. Peut-on intégrer cette recherche de limitation d'exposition VO dans une démarche RSE? Eh bien, moi, je pense que nous, en tout cas, c'est notre cas. Le fait de limiter l'usage de perturbateurs endocriniens et de substances CMR, en tout cas pour didactique, c'est partie intégrante à notre démarche RSE. Et je pense que pour les établissements, il est clair que aussi vous pouvez aussi le prendre comme exemple aussi, et ça fait partie des restrictions. Vous avez depuis longtemps, certains établissements sont établissements sans latex, vous avez des établissements qui sont désormais sans DEHP, en particulier en pédiatrie, néonate et maternité. Bah, vous pourriez aussi intégrer
l'hôpital sans BPA, par exemple. Donc, il faut regarder, puisqu'il y a beaucoup de produits qui peuvent en contenir. Et sur les dispositifs médicaux, aujourd'hui, à date, c'est peut-être un peu plus complexe, mais vous pouvez commencer à limiter l'usage de dispositifs médicaux comportant du BPA. Et ensuite, il y avait une question, les DM implantables sont-ils concernés? Eh bien oui, puisque ce sont des DM invasifs, donc il est intéressant de regarder ça. Donc je n'ai pas dit que le BPA était interdit en Europe aujourd'hui, mais il est soumis très sincèrement à un examen extrêmement poussé des autorités européennes. Je pense que les intérêts économiques de la chimie font que ça n'avance pas aussi vite qu'on pouvait le penser, mais en tout cas, l'évolution, c'est qu'en 2017, le BPA est clairement un perturbateur endocrinien et qu'il est inscrit sur la liste des substances candidates à autorisation. Donc, il est inscrit sur la liste des substances candidates à rejoindre la liste des substances soumises à autorisation. Un petit peu complexe comme dialectique. Voilà. Je pense qu'on a répondu à la plupart des questions. Je n'en vois pas d'autres. Je vais répondre. Je vais regarder. Si vous aviez d'autres questions, n'hésitez pas. On va laisser encore ouvert la session quelques minutes, ou au moins une minute. Et puis, il sera possible ensuite de nous quitter. Et puis, je tiens vraiment à vous remercier pour ceux qui sont restés. Vous êtes encore assez nombreux à être présents parmi nous. Donc, merci beaucoup. Et puis, si nécessaire, nous sommes à votre disposition pour plus d'informations, soit par notre réseau de délégués, soit aussi par notre site internet. Vous avez la possibilité de communiquer avec nous facilement. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, je vous souhaite, je ne vois pas d'autres questions. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.